sujet de cette table ronde, c'est donc peut-on encore innover dans le logement en ville, un sujet éminemment important, notamment dans les zones tendues où il faut redoubler d'ingéniosité pour trouver des endroits pour construire de nouveau. Donc dans un premier temps, je voudrais peut-être, pour cadrer un peu le débat, demander à Guillaume Rocher-Bergevin pourquoi est-ce qu'il faut innover dans le logement aujourd'hui ? Bonjour à tous. D'abord, je voudrais juste dire ma joie de participer à ce sommet, car c'est vrai que quand on voit les mobilisations et toutes les énergies qui sont déployées ici, je pense que l'innovation et la solidarité en ville ont de beaux jours devant elles. Alors pour répondre à votre question sur l'innovation dans le logement en ville, déjà le logement en ville, on est presque tous concernés, pas seulement dans cette salle, mais il faut savoir qu'en 2050, c'est 70% de la population mondiale qui sera urbaine. Donc ça concerne tout le monde, quelles que soient les origines sociales, quel que soit le mode de travail ou non, quelles que soient les générations. Et c'est la raison pour laquelle c'est un enjeu fondamental, le vivre mieux en ville. Alors par rapport à ça, comment est-ce que l'innovation peut être au service de l'amélioration de la qualité de vie en ville ? Déjà l'innovation, c'est pas forcément une fin en soi. L'innovation, ça doit être au service de quelque chose. L'innovation, ça doit servir, ça doit accompagner les changements. Et les grands changements, on les connaît. Alors c'est bien sûr les changements climatiques, les changements sociologiques, avec l'évolution des modes de vie, avec la nécessaire solidarité, on en a beaucoup parlé pendant le sommet, qui doit se mettre en place en particulier dans les villes, et les changements technologiques, bien sûr, puisque les nouvelles technologies qui font irruption dans nos vies font que nos modes de vie vont de plus en plus vite, et on doit s'adapter à tous ces changements. Donc bien sûr, l'innovation doit nous permettre de vivre mieux en ville. Et quand on pense innovation, en fait, on ne pense pas forcément logement. Et réciproquement, on ne peut pas dire que le secteur du logement soit forcément celui dans lequel les innovations sont les plus spectaculaires. Contrairement à d'autres secteurs, c'est vrai alors je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. C'est peut-être d'abord qu'on n'est pas sur la même échelle de temps. Quand on pense par exemple à d'autres secteurs comme les smartphones, les tablettes, même les voitures, on ne change pas de logement comme on change ces équipements-là. Mais bien sûr, puisque le logement n'a pas la même fonction, c'est pas ce qu'on attend de son logement. On attend de son logement qu'il soit bien conçu, qu'il soit agréable à vivre, qu'il soit confortable et qu'il soit pérenne. Voilà, en fait, je pense que c'est une des clés qui va peut-être poser le débat, c'est que nos logements doivent être conçus pour durer. Ouais, justement, pour rebondir sur l'innover dans le logement avec Alexandra François-Cuxac peut-être, on n'est pas dans les mêmes problématiques si on est sur des villes existantes, sur des villes nouvelles. C'est pas exactement les mêmes choses justement. Oui, effectivement, en propos introductif, je voulais évoquer cette notion, c'est-à-dire en ville, qu'est-ce que c'est en ville ? Et la ville n'est pas la même partout quand elle est constituée, ancienne, historique, ou quand elle est nouvelle, c'est-à-dire qu'elle s'est développée beaucoup plus récemment. C'est-à-dire que c'est la notion d'aménagement qu'il faut approcher dans ces cas-là. La ville dense, la ville constituée, elle s'est fabriquée par couches successives au fil du temps. Elle s'est densifiée profondément. Et en même temps, elle a pu être bâtie sur un plan d'urbanisme, sur un plan d'aménagement structuré, solide. Je pense bien sûr à Haussmann pour Paris, mais elle a pu aussi, et c'est le cas dans certaines métropoles, se fabriquer sur la base de plans anarchiques, sur un aménagement peu pensé. Et donc la logique d'innover dans ce genre de cas est très différente, qu'on ait affaire à une ville très structurée en plan d'aménagement ou pas. Et puis, sans vouloir opposer les deux notions, mais on a aussi affaire à la ville en développement, qui se construit, qui grignote progressivement. Et donc sur ces villes nouvelles-là, sur ces villes en développement, on constate qu'il y a évidemment une approche, une réflexion beaucoup plus moderne, forcément plus contemporaine en termes d'aménagement et qui nécessite d'avoir une approche différente, et là où l'innovation ne se mettra pas forcément ne se logera pas au même endroit. La ville nouvelle, elle intègre déjà en amont dans sa conception beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui sont des éléments innovants dont on va parler, mais je ne pense pas qu'elle soit pour autant aboutie. Et je ne pense pas pour autant qu'elle supplantera la ville dense et la ville constituée. Donc l'idée, c'est d'avoir certainement différentes approches et différentes facettes de l'innovation en fonction du lieu et de la ville à laquelle on s'adresse.
pour mettre en œuvre ces approches. Il y a un sujet territoire qui est très très important, notamment en relation avec les élus. Marianne de Battisti, pour vous, comment est-ce qu'on voit cette territorialisation du logement, cette urbanisation en fonction des diversités? Si on est sur sur des villes existantes, sur des villes nouvelles, comment est-ce que vous, chez ICAD, vous voyez la chose? Bonjour à tous. Je crois que Alexandra a raison. L'innovation, c'est probablement aussi de refaire la ville sur la ville. Chez ICAD, on a la chance d'être à la fois promoteur et investisseur. Donc on est un promoteur, on est le 4e promoteur avec 1 milliard de chiffre d'affaires par an et environ 4000 logements, ce qui est une activité importante chez nous en matière de logement. Mais on est aussi un investisseur, une foncière, et on a la chance d'avoir des grands ténements d'une seule pièce, 75 hectares aux portes de Paris, autour de la porte d'Aubervilliers, 60 hectares au sud, autour d'Orly-Rungis. Et de ce fait-là, on est confronté aux questions de mixité de la ville, puisque ces territoires, qui étaient des territoires assez fermés jusqu'à une période récente, tout simplement parce que l'environnement était assez hostile, il faut le dire, ont été rattrapés par l'urbanisation venant du nord et du sud, et s'ouvrent petit à petit à la ville pour devenir de véritables quartiers de ville, alors qu'avant c'était des parcs d'affaires dédiés entièrement au tertiaire. Et la problématique que nous avons, justement dans le dialogue avec les collectivités locales, c'est de voir comment introduire d'autres fonctions urbaines que le tertiaire dans des territoires qui auparavant étaient entièrement voués aux bureaux, ou plutôt aux entrepôts, petit à petit transformés en bureaux, avec une tertiarisation très, très forte de ces secteurs-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce qu'on ne reste pas uniquement en tertiaire? Parce qu'il devient une évidence que pour être dans des villes agréables à vivre, la mixité ou un minimum de mixité s'impose. Et donc c'est une réflexion qu'on ne mène pas évidemment tout seul, et ça ramène à la question que vous posiez, c'est une réflexion qu'on ne peut mener qu'avec les élus. Parce qu'il y a d'abord des PLU qui s'appliquent et que ces réflexions ne peuvent pas se mener seules, ne serait-ce que parce que introduire du logement dans des zones tertiaires, ça veut dire introduire des équipements qui sont à la charge des collectivités. Et chacun sait aujourd'hui que les collectivités ont du mal à financer non seulement les investissements, mais l'exploitation liée à ces équipements. Que du coup, ces choses-là doivent se programmer de manière très, très étroitement liée entre le propriétaire foncier que nous sommes et la puissance publique qui est représentée par les collectivités locales. Je voudrais donner 2 petits exemples sur ces des territoires des portes de Paris et de Rungis. Dans les 2 cas, alors sur les portes de Paris, on a fait une première expérimentation d'instaurer 2 programmes de logement, total 200 logements, qui ont extrêmement bien marché. Ils sont partis en 2 week-ends, entre un centre commercial qu'on venait de créer et le reste du territoire qui est un territoire de bureaux. La suite va être probablement plus compliquée à mettre en place pour les raisons que je disais tout à l'heure de financement des équipements publics, mais on vient de signer un protocole avec Pleine Commune qui va nous permettre, au terme d'un accord de méthode, de voir comment petit à petit on peut introduire de la mixité dans ce territoire. Et puis si je reviens sur Rungis maintenant, un territoire sur lequel il n'y a pas de logement du tout, on est en train de réfléchir avec un projet d'urbanisme qui a été confié à Christian de Porzampar à l'introduction de 800 logements, ce qui est quand même pas rien, et une piscine, sur une partie de notre territoire pour que petit à petit la ville rentre dans le parc d'affaires et réciproquement, parce qu'on est juste à la frange, en fait on est géographiquement tout proche, et pour autant parce que les propriétaires fonciers ne sont pas les mêmes, il y a actuellement une séparation spatiale qu'on va petit à petit rendre poreuse. Alors sur l'innovation, il y a aussi une composante dans le logement, il y a aussi une composante énergétique très importante. On a la chance d'avoir le directeur collectivité d'EDF à cette table. Toujours sur ce sujet de la territorialisation, comment est-ce que vous voyez les choses pour faire de l'innovation avec les élus, avec tous les acteurs des territoires? Bonjour à tous et à toutes. Je dirais d'abord que, et mon voisin l'a souligné, qu'on a quand même un phénomène de métropolisation au niveau mondial qui est extrêmement rapide, et d'urbanisation. Et on observe également ce phénomène en Europe, et y compris en France. Alors, je dirais qu'en France, on rejoint le régime type de l'Union européenne avec des ensembles urbains de taille moyenne de 500 à 2 millions d'habitants. Donc ce phénomène de métropolisation, évidemment, amène l'ensemble des décideurs publics et des investisseurs à reconsidérer le champ urbain de manière totalement différente. Il faut
d'autres niveaux de conceptualisation, d'autres outils de planification, des schémas directeurs. Et dès lors qu'on construit un logement, c'est l'ensemble de la ville qui se trouve impacté, qu'il s'agisse d'une rue, d'un quartier, d'un ensemble de bâtiments, et que tout, au fond, interfère dans la réalisation d'un certain nombre de projets. Donc c'est dans ce cadre que la loi MAPTAM, la loi NOTRe récemment, et puis la loi de transition énergétique ont confié aux collectivités locales, aux grandes collectivités locales, la compétence énergie. C'est ce qui nous rejoint aujourd'hui d'ailleurs dans ce débat. Alors pourquoi ? Parce que y a des politiques nationales qui existent, il y a un marché mondial, et pourtant l'urbanisation crée la nécessité de maîtriser sur un territoire donné un certain nombre d'enjeux qui impactent les politiques énergétiques. Alors j'en citerai 3, où on retrouvera l'innovation d'ailleurs. D'abord, le développement économique. Là où on ne sécurise pas les systèmes énergétiques locaux, il n'y a pas de développement économique parce que les investisseurs n'investissent pas. Je rappelle, pour exemple, que la France est très sollicitée par les investisseurs internationaux pour l'implantation de data centers du fait de la qualité, non pas simplement du prix, mais de la qualité de son alimentation électrique et aussi du kilowattheure décarboné, ce qui est un élément aussi d'appréciation des investisseurs. Je rappelle qu'en France, grâce au mix énergétique français, on produit un kilowattheure 20 fois moins carboné que dans le reste de l'Union européenne. Le deuxième sujet, pour aller vite, c'est celui, et on sort de la COP22, de la décarbonation des territoires. Et quand on parle de résilience ici, dans le cadre de ce sommet, l'enjeu du développement économique est intimement associé aussi à la prise en main par ces grands ensembles urbains de la décarbonation de leur ville. Alors on voit des exemples extrêmes d'asphyxie des territoires dans le monde, je pense notamment à la Chine, mais pas exclusivement. On a aussi des grandes villes de l'Union européenne qui sont thrombosées et qui ont des problèmes de santé publique associés au poids des gaz à effet de serre et des gaz associés sur la santé publique. Donc les collectivités locales sont en train de prendre en main leur destin en matière de décarbonation. Et le troisième point, c'est celui de la lutte contre la précarité énergétique. Et ça rejoint aussi les enjeux associés aux politiques de logement. C'est que le poids de la facture énergétique pèse beaucoup dans le budget des ménages, et parfois beaucoup dans le budget des collectivités locales, et parfois beaucoup dans le budget des entreprises. Donc on a un enjeu, et les Échos d'ailleurs en faisaient état ce matin, un Français sur 5 est en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qu'il a du mal à s'acquitter de sa facture énergétique au sens large du terme. Donc la meilleure énergie, au fond, qu'on peut produire, c'est celle qu'on ne consommera pas. Donc on a un enjeu dans le travail qu'on mène au quotidien avec les collectivités locales, avec les aménageurs, avec les promoteurs bien entendu, avec les bailleurs sociaux, qui est d'intégrer, et on y reviendra tout à l'heure, à l'amont, dans ces politiques de planification énergétique, des coûts énergétiques associés au logement les plus bas possibles. Je ne peux pas, si on aborde le sujet des collectivités locales, ne pas me tourner vers Alexandra François-Cuxac. Je sais que c'est un sujet majeur, les relations avec les élus chez vous. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui innover pour mieux construire du logement avec les élus ? Je ne sais pas, ça peut être financier, évidemment, énergétiquement, et même dans les process, selon vous. Alors c'est vrai que quand on parle d'innovation, il faut aussi placer l'humain là où il intervient, c'est-à-dire il intervient à plein de niveaux. C'est pas que de la technologie, c'est pas que de la conception. Je crois que le rapport humain est très important. Le rapport humain aux élus, mais aussi le rapport humain avec les habitants de la ville existante. Et puis le rapport humain entre les différents acteurs. Parce que je crois que quand on parle d'innovation, on parle aussi beaucoup de décloisonnement. Et innover, à mon avis, va aussi nécessiter de modifier les relations que nous avons ensemble dans l'acte de bâtir ou dans l'acte d'aménager, dans l'acte de produire en général. C'est-à-dire qu'il faut que tous les acteurs soient autour de la table, soient dans une co-réflexion, mais véritablement à part entière, sans contrainte, en tout cas au niveau de la réflexion, pour pouvoir mettre ensemble en commun le savoir et l'expérience qui est la leur, et je pense bien sûr aux opérateurs quand je parle de ça, mais aussi aux producteurs d'énergie,
aux opérateurs, on parlait des foncières, Madame parlait des foncières tout à l'heure, donc aux acquéreurs, aux utilisateurs. Tous ces gens-là doivent faire un retour d'expérience et de réflexion, finalement, de manière à ce que personne n'impose un point de vue à l'autre. Et ce que je reproche parfois dans notre manière de fabriquer des résidences, des quartiers, des villes entières, c'est le côté un peu unilatéral du dialogue, qui consiste à prendre les uns pour les promoteurs en particulier et à les cantonner dans le rôle de fabricants finalement, sans leur octroyer crédit à une part de réflexion très utile et très importante de ce retour d'expérience. Et on se retrouve parfois avec des élus qui font de l'ingérence dans des projets et qui viennent finalement dévoyer un petit peu l'ambition originale. Je crois que chacun doit partager, mais chacun doit rester dans son savoir-faire. Et rester dans son savoir-faire, pour ceux qui nous gouvernent, ça reste être porteur d'une vision de peuplement, d'une vision de qualité, d'une vision de la ville à 10, 15, 20 ans. Mais ça n'est pas forcément imposer un point de vue sur la méthode. Et je crois que la méthode, elle appartient aux opérateurs, elle appartient aux opérationnels. Et c'est très important parce que si on continue de fabriquer, dans certains endroits, je ne veux pas faire le procès des élus, bien entendu, il y a beaucoup d'endroits où les choses se passent on peut peut-être noter aussi les exemples positifs et en bonne intelligence. Comment ? On peut peut-être noter aussi les exemples positifs dans ce cadre de bons partenariats entre promoteurs, élus. Non, mais bien sûr, il y a des documents d'urbanisme qui se fabriquent même ensemble dans certains endroits avec des PLU qui sont dans des objectifs de partage d'expérience et ça se passe bien. Mais quand même, force est de constater à de nombreux endroits qu'on a encore une vision un petit peu archaïque de la manière de faire la politique de la ville. Et je crois qu'il faut qu'on se rénove et qu'on mette de l'innovation dans nos process. Et quand je pense à ça, je peux pas aussi éviter de penser à la concertation citoyenne, la manière qu'on a parfois de mettre de côté nos habitants, de mettre devant le fait accompli les voisins, de ne pas intégrer, de ne pas faire véritablement de la concertation citoyenne. Et je crois que cette concertation citoyenne, elle est absolument indispensable. On voit la recrudescence des recours contre les projets. C'est quand même 33 000 logements en France qui sont bloqués par des recours, c'est pas rien. Je crois que ça vient d'une mauvaise adhésion. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de choses abusives là-dedans qui ne sont pas légales, mais quand même, je crois qu'il faut qu'on place aussi l'habitant au cœur de ça. Donc comment on innove sur les conseils de quartier, sur les conseils de citoyens, comment on professionnalise un jury de citoyens, est-ce qu'on va aussi loin ? Comment on inclut le numérique là-dedans, mais pas que, parce que je pense qu'il faut aussi garder une relation humaine dans tout ça. Donc ces questions sont, à mon avis, aussi au cœur de l'innovation, et je ne voudrais pas qu'on l'écarte trop, parce que c'est parfois des petits grains de sable comme ça de l'homme qui font que les plus grandes idées ne vont pas au bout. Des applaudissements. Donc peut-être maintenant on va passer sur du très concret, sur le bâti. Je vais poser une question à Guillaume Rocher-Bergevin. Vous me disiez, pour vous, innover dans le logement, c'est le rendre un peu évolutif et durable. Est-ce que vous pouvez un peu préciser cette pensée ? Je sais que chacun des intervenants a une idée aussi sur ce sujet-là. Oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, les logements qu'on conçoit aujourd'hui, qu'on construit, doivent être vecteurs de bien-être pour leurs habitants, doivent être parfaitement intégrés à la ville. Il suffit de regarder en arrière, quand on démolit aujourd'hui des immeubles qui ont seulement 50 ou 60 ans, c'est le cas des grands ensembles qui ont été construits à une certaine époque, simplement parce qu'ils étaient parfaitement inadaptés. Voilà, donc comment on fait aujourd'hui des logements qui vont durer dans le temps, qui seront adaptés. Je pense qu'il faut créer pour ça, il y a plusieurs niveaux de bien-être qui sont attendus. Déjà, il faut être effectivement bien dans son quartier. Ça veut dire qu'il faut être bien dans un coin de ville où, a priori, on peut tout faire. Alors, dans le logement, on peut y dormir, mais pas seulement. Qu'on puisse aussi travailler dans son quartier, se restaurer, consommer, s'aérer, se cultiver, se dépenser. On doit pouvoir tout faire dans son quartier. Donc évidemment, c'est à nous, en tant qu'acteurs de la ville, d'imaginer des solutions pour qu'il y ait cette mixité de fonctions et d'usages qui permettra aussi d'avoir une mixité de population.
Il y a un deuxième niveau de bien-être, c'est d'être bien dans son immeuble. Et ça, je pense que ça rejoint beaucoup les questions énergétiques. C'est sûr qu'un immeuble qui est bien construit avec des matériaux de qualité, pérennes, et qui en plus est confortable parce qu'il est bien isolé, c'est du gagnant-gagnant. Parce que pour les habitants, évidemment, il va s'agir aussi, comme vous le disiez, d'économiser des charges, par exemple. Et c'est un des points, par exemple, qu'a mis en place la ville de Paris à travers sa charte Paris Action Climat, qui vise à réduire les consommations d'énergie dans le but justement de pouvoir payer moins cher l'énergie qu'on consomme dans son logement, de faire appel à des énergies renouvelables le plus possible, même en ville c'est possible, par exemple avec la géothermie ou l'utilisation de panneaux photovoltaïques en toiture. Et puis chez Bouygues Immobilier, on est même allé jusqu'à imaginer des immeubles de logement à énergie positive, c'est-à-dire des immeubles de logement qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Voilà. Et ça, c'est évidemment vertueux pour l'environnement comme pour les habitants. Et puis, il y a un autre niveau de bien-être sur lequel je voudrais m'exprimer. Ça concerne l'émergence d'une science un peu nouvelle. Ça s'appelle la biophilie. La biophilie, c'est l'amour du vivant. Et il y a des études qui sont encore assez récentes qui ont été menées sur le sujet. Donc, il y a des architectes, des scientifiques, des chercheurs qui travaillent là-dessus pour voir comment est-ce que la conception biophilique des bâtiments, alors bon courage pour les traducteurs, comment la conception biophilique des bâtiments peut améliorer la qualité de vie des habitants. Parce que ça permet de réduire le stress, d'améliorer la créativité, d'avoir des pensées plus claires, et tout simplement en introduisant une place plus importante à la nature. Dans les années 90, on a vu l'émergence des premiers bâtiments verts. Dans les immeubles de bureaux, ça a permis, on l'a vu pour les entreprises, d'améliorer la productivité des salariés. Aujourd'hui, il s'agit de développer cette science, d'aller un peu plus loin en végétalisant tout ce qu'on peut. Il y a encore une fois la ville de Paris met en place une initiative assez intéressante qui consiste à végétaliser 100 hectares au niveau de la ville. Donc végétaliser les façades, les murs, les toitures, introduire de l'agriculture urbaine, parce que tout ça va jouer sur la qualité de vie des habitants. Et je suis convaincu qu'introduire le plus possible de nature en ville, c'est aussi permettre d'assurer de la cohésion et de l'apaisement. Marianne de Battisti, si je vous dis logement évolutif, logement modulable, innovation dans le logement, concrètement, je pense que vous avez pas mal de réponses à nous fournir là-dessus. C'est vrai que l'innovation est au cœur de nos réflexions et de nos pratiques. En matière de logement évolutif, on peut distinguer plusieurs choses. On peut parler du logement réversible en bureau et du bureau réversible en logement. On a une expérience qui a été poussée assez loin dans un projet de logement à Strasbourg qu'on a appelé Black Swan, un projet assez important de 30 000 m², de 3 très belles tours, qui ont été conçues par l'architecte Anne Demians, de manière à pouvoir être réversible de logements en bureau. Donc toute la conception a été faite dans ce sens-là, et on n'est pas allé jusqu'au bout, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, avoir du logement réversible en bureau, ça veut dire avoir un immeuble qui va pouvoir, de par sa trame, de par sa hauteur sous plafond, de par l'emplacement de ses gaines, accueillir à terme autre chose que du logement, c'est-à-dire du bureau, au moment où le marché le permettra. Ce qui a fait qu'on n'est pas allé tout à fait au bout de la démarche et qu'on n'a pas finalement donné l'ordre de service sur ce principe-là, bien que dans l'opération tous les gènes soient présents, c'est tout simplement que le marché dans lequel se trouvait cet immeuble de bureau, de logement, ne se prêtait pas au bureau, et que comme il y avait un surcoût du fait de cette réversibilité possible, il a été finalement décidé de faire bénéficier les acquéreurs de cette économie, donc d'offrir des prix de vente plus bas, ce qui fait d'ailleurs qu'on a eu un succès absolument extraordinaire dans la commercialisation de ce programme, et on n'est pas allé au bout. Mais la réflexion est là, et on sait maintenant à quelles conditions on peut construire un programme de logement qui puisse devenir du bureau, et probablement, je crois que la prochaine fois, il faudra qu'on le fasse dans un secteur qui se prête au bureau dès le départ pour mener l'expérience jusqu'à son terme. En fait, on s'aperçoit qu'il nous faut une hauteur sous plafond un peu supérieure pour du bureau. Ça se joue à 40 cm, mais quand on est dans un PLU contraignant et qu'on a un gabarit qu'il faut respecter, ça peut être une contrainte.
Et puis il y a des réglementations que tout le monde connaît, et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure par ma voisine. C'est vrai que la réglementation ne nous aide pas forcément à la réversibilité. Donc voilà, une thématique sur laquelle on reviendra et qui me paraît très importante si on veut éviter l'obsolescence des immeubles et aussi l'obsolescence des quartiers. Parce qu'on peut imaginer un immeuble de bureau qui finalement se trouve ne plus être dans une zone tertiaire à un moment ou l'autre. Il serait quand même utile de pouvoir le transformer en bureau et vice-versa. Il y a aussi toutes les réflexions que l'on mène aujourd'hui sur la modularité, le logement modulaire ou le logement modulable. Le logement modulaire, c'est un principe de Lego, c'est de construire en usine des pièces qui arrivent peintes, complètement terminées, qu'on assemble comme un Lego sur le chantier, et ce qui permet finalement d'offrir des logements qui vont être complètement adaptés à la demande au moment où on va commercialiser le programme. On travaille avec Beneteau, qui a une, alors ça sont des logements en bois évidemment, qui a une offre en la matière, et puis avec une autre entreprise qui s'appelle TI, et qui fait des constructions métalliques, qui peuvent aussi être très pratiques, système de poteau-poutre, pour offrir des logements modulaires. Et puis il y a les logements modulables. Cette fois, on réfléchit à l'intérieur du logement. Et à l'intérieur du logement, on a deux approches. Une approche du temps court, famille recomposée, qui va avoir des enfants pendant la semaine et pas d'enfants le week-end ou vice-versa. Et là, c'est plus à base de cloisons mobiles ou de mobilier adapté, livré au moment du logement, que l'on réfléchit pour pouvoir permettre à un logement d'offrir des aspects différents, une grande salle de séjour ou plus de chambres, selon le moment de la semaine. Et puis, il y a le modulable du temps long, qui fait qu'un jeune ménage pourra peut-être acheter un 70 mètres carrés en privilégiant des salles de séjour au début, puis ensuite pourra installer des chambres au fur et à mesure de la naissance des enfants, sans être obligé obligatoirement de déménager. Ça, on le fait grâce au BIM. Au moment où on vend les logements en VFA, on offre aux acquéreurs différents scénarios qui vont lui permettre de se projeter dans l'avenir et de voir comment, dans le même logement, il va pouvoir rester avec une famille qui aura changé de composition. Et puis, de manière moins prospective et beaucoup plus réelle, on commercialise aujourd'hui un projet, un programme, un concept qui s'appelle Biome. Alors, Biome, c'est deux espaces indépendants l'un de l'autre, avec deux entrées, et qui forment un seul espace si on le souhaite. Par exemple, un type 2 et une pièce voisine, avec possibilité évidemment de communication, mais aussi possibilité d'accéder par l'un ou par l'autre. Ce qui va permettre à une famille d'héberger une jeune fille au père de manière indépendante, ou d'avoir un jeune qui va être étudiant et qui aura son entrée à lui, ou une personne plus âgée qui aura envie d'héberger un étudiant pour avoir une présence, sans pour autant se gêner. C'est un concept qu'on a lancé à Lyon et qui marche très bien parce qu'il peut s'adapter à des moments de la vie très différents, et il peut aussi permettre à des acquéreurs de financer cette pièce supplémentaire pour le jour où il en aura besoin pour un enfant par exemple, ou pour une personne âgée, en louant provisoirement cette pièce et en la finançant avec les loyers correspondants. Donc ça permet d'avoir un logement évolutif sans pour autant être complètement coincé au niveau financier, puisqu'on peut avoir un revenu provisoire sur la pièce supplémentaire. Et donc de le faire durer très longtemps dans le temps. Un peu plus longtemps. Justement, d'un point de vue énergétique, il y a aussi un sujet sur comment faire durer le logement dans le temps. Jean-Pierre Frémont, je sais que chez EDF, c'est un sujet qui vous intéresse fortement. Tout à fait. D'ailleurs, on y est extrêmement impliqué. Alors, vous avez introduit la table ronde en parlant des territoires et des collectivités et des élus, et on est allé directement au bâti. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle les opérations sur les villes, les opérations sur les quartiers, la planification dont je parlais tout à l'heure, notamment sur les systèmes énergétiques locaux. Puisque au fond, c'est là que intervient la mutualisation, la performance et l'intelligence au travers de l'innovation, comme mon voisin l'exprimait encore tout à l'heure. C'est pour ça que les collectivités locales, d'ailleurs, ont pris, elles ne sont pas les seules en France, la main sur les infrastructures, à la fois de distribution électrique, de chauffage urbain, de froid, des réseaux de gaz, et qu'elles s'appliquent aujourd'hui à développer des politiques en matière d'énergie renouvelable. Donc ça nécessite pour nous, parce que c'est là que se fait le lien au fond entre le bâti et puis les territoires, et d'ailleurs beaucoup de promoteurs s'intéressent de plus en plus à des enjeux d'opération de quartier en réalité, et sortent de l'immeuble pour intervenir plus largement sur des quartiers. Et je dirais qu'ailleurs dans le monde,
dans les villes nouvelles, je pense notamment en Chine, où il y a un énorme programme de construction de plusieurs centaines de villes de 2 millions d'habitants, c'est-à-dire des villes moyennes. On construit d'abord les infrastructures et on construit les logements autour. Sans infrastructure, il n'y a pas de ville intelligente. Et l'arrivée du digital et du numérique va accélérer ce mouvement, notamment avec les smart grids et les compteurs intelligents. Donc à partir au fond, d'une signature énergétique d'un territoire, qui est un peu la mission d'EDF auprès de ses partenaires dans les territoires, chaque territoire ayant une signature propre en matière de démographie, en matière de croissance économique, en matière de précarité énergétique, en matière de tertiarisation, de politique de mobilité, de transport public. Il y a également des enjeux associés à la définition des capacités à agir à partir de ressources locales. Vous citiez tout à l'heure la géothermie. Il y a des territoires où il y a des gisements de géothermie et d'autres pas. On sait qu'il y en a beaucoup en Île-de-France. Il y a des régions où cela n'existe pas. C'est pareil pour le solaire, c'est pareil pour l'éolien, c'est pareil pour la biomasse. Quand on parle de bois, il faut bien étudier en plus dans les constructions les enjeux de coût complet, notamment en matière de carbone associés à ces opérations. Et donc, en fait, tous les enjeux de l'économie circulaire doivent s'emboîter avant qu'on mette en place des politiques d'urbanisation, d'aménagement et de logement. Je dirais que c'est un peu le rôle aujourd'hui d'EDF, qui est à la fois un producteur national, voire international, mais c'est aussi dans la partie énergétique, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, madame, chacun doit faire son métier. Il nous revient à nous, pas seuls, mais pour le compte de nos clients dans les territoires, d'imaginer ces systèmes énergétiques locaux qui demain vont co-constituer la part du renouvelable dans les bâtiments, parce que on a vu beaucoup d'exemples par le passé de bâtiments dits autoporteurs en matière de consommation énergétique. Ça relève quand même pour une large réalité pour l'instant de l'utopie. Des ruptures interviendront le moment venu, notamment grâce au stockage de l'électricité, puisque comme vous le savez, le problème de l'électricité, c'est que ça ne se stocke pas. Donc il faut employer tout de suite, au travers de solutions innovantes, les productions embarquées. Demain, et nous avons d'ailleurs réalisé des programmes d'expérimentation, je pense notamment avec la Caisse des dépôts et son bailleur social, la SNI. Nous avons développé dans 5000 logements, au travers d'un programme qui s'appelle Losange, des activités maintenant de production et d'autoconsommation rapportées à chacune des maisons. Nous avons également initié des programmes, je pense un programme que nous avons initié à Roquebrune, dans le sud de la France, dans la métropole de Nice, avec Bouygues Immobilier, où nous avons proposé au territoire de récupérer les calories sur les eaux usées de la ville une fois épurées. Et maintenant, pour 300 logements à Roquebrune, un programme de Bouygues Immobilier pour le compte de la Principauté de Monaco, nous chauffons et nous produisions de l'eau chaude pour les 300 logements de ce programme. Ce n'aurait pas été possible sans une conception amont des infrastructures à l'intérieur du projet d'aménagement et de construction de logements. Alors d'un mot, évidemment, on s'intéresse également au bâti, puisque au fond, notre enjeu, c'est celui de la performance énergétique. C'est ce qui est recherché d'ailleurs par nos partenaires dans la promotion immobilière, chez les aménageurs. Et une des raisons également des ruptures en matière d'innovation, c'est celle de l'amélioration du bâti en propre sur sa performance énergétique. C'est ce qu'on appelle les fameux BEPOS, les bâtiments à énergie positive. Donc entre les TEPOS, les territoires à énergie positive sur des plaques plus larges, et les BEPOS, nous intervenons en conseil, en compétences et en expertise. Et une fois les bâtiments créés, les logements créés ou les bureaux créés, l'enjeu de la performance énergétique est associé étroitement évidemment au maintien de la qualité de l'ouvrage ou des logements pendant leur durée de vie. Mais je crois que ce sujet vient d'être déjà rappelé par les autres intervenants. Du coup, on va peut-être remonter à l'échelle du quartier. Alexandra, François Cuxac, vous me disiez un concept assez intéressant. Pour vous, innover dans le logement, c'est aussi améliorer l'environnement extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est pas... On n'y pense pas forcément quand on pense à innover dans le logement. Oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu pour les promoteurs et leurs concepteurs, c'est de ne pas arrêter l'innovation à l'échelle de l'immeuble. On pourrait très bien imaginer qu'une fois qu'on a traité l'intérieur du logement, en réversibilité, en modularité, etc., qu'on a traité notre source d'énergie, notre problématique d'énergie, finalement on s'arrête là et on soit satisfait de notre contribution. Bon.
Sauf qu'il y a quelque chose qui évolue plus vite que ce que l'on fabrique nous, c'est la ville. La ville, elle évolue très très vite, elle est moteur dans les sujets de mobilité, de transport, elle est moteur dans les sujets d'équipement numérique, etc. Et donc, la ville impose un certain modèle. Alors quand je dis la ville, je m'inscris beaucoup dans la ville existante, bien sûr, parce que on n'est pas qu'à créer des quartiers nouveaux partout. Et puis j'essaye de prendre un petit peu l'autre regard autour de cette table aujourd'hui. Et donc, le sujet, c'est de voir comment l'immeuble doit se raccorder à cette ville qui va plus vite qu'elle. Et ça pose la question, souvent, d'espaces qu'on ne traite pas finalement ou dont on parle peu, qui sont ces espaces un peu mixtes entre le droit de l'immeuble et puis le véritable espace public, urbain, les voitures, etc., les transports en commun, etc. Et au milieu de tout ça, il y a une espèce de délaissé, une espèce d'espaces qui sont souvent peu qualifiés dans la ville existante, qui sont nos trottoirs, qui sont nos espaces de roues, qui sont des espaces piétons, et qui sont des lieux qui doivent être des espaces tampons sur lesquels, à mon avis, il y a beaucoup d'innovation à apporter. Je vais vous donner un exemple concret. Je répondais à un projet dans une ville comme Toulouse, par exemple. On dit, on va donner la possibilité aux gens d'avoir des voitures électriques et on va essayer de faire un petit parking commun dans un quartier assez dense. L'immeuble étant en retrait, on va pouvoir avoir des voitures électriques et partager. On voulait partager 3-4 voitures parmi les habitants, etc. On n'a jamais pu traiter avec la ville, qui était plutôt favorable aussi à cette mutation, on va dire, cette adaptation aux besoins des gens. On n'a jamais pu traiter cet espace où il fallait sécuriser cet espace entre la voie et l'immeuble, autrement que par l'accès à un parking sous-sol, sous le bâtiment ou extérieur, où on va aller tirer des kilomètres de câbles pour essayer d'aller alimenter un véhicule électrique, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réflexion certainement à apporter dans les villes constituées dans les villes denses, où vivent quand même la plupart de la population française, sur l'aménagement de ces espaces, les rendre sécures, les rendre câblés, les rendre, beaucoup plus accessibles. C'est de l'équipement public, mais pas que. C'est une réflexion avec les fournisseurs d'énergie. Je crois que ça, c'est important parce que sinon, on va dédier, et ma crainte, elle est là. Je ne voudrais pas qu'on dédie l'innovation uniquement aux nouveaux quartiers, aux nouvelles villes. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui habitent déjà dans des... Nous, on fait, en tant que promoteurs régionaux, on construit beaucoup dans les métropoles et on construit beaucoup dans des rues qui sont déjà habitées. On fait beaucoup de renouvellement urbain. On remplace des bâtiments obsolètes par des nouveaux et ceux-là, il faut qu'ils soient en pleine innovation. Donc ce sujet-là, il est central, il faut pas l'oublier. Et il est tellement important qu'au sein de la fédération, le premier acte que j'ai fait quand j'ai été élue présidente il y a à peu près 1 an, ça a été de mettre en place une commission qu'on a appelée Promotion 2.0. Qui a immédiatement fait une enquête parmi tous les promoteurs de France, à savoir où en était-il de leur démarche par rapport au digital, quelle est la politique digitale qu'ils ont mis en place et plus globalement, quelle est la politique d'innovation de l'entreprise, de manière à pouvoir analyser finalement l'état d'une profession par rapport à cet enjeu. On a mis en place immédiatement des ateliers participatifs France entière pour mettre en commun notre compréhension des enjeux et faire bien sûr de la pédagogie. Et on rentre dans une nouvelle phase qui va être une phase un peu d'évangélisation, parce que je reste persuadée que si les acteurs, les opérateurs promoteurs ne sont pas eux-mêmes à la pointe de ces questions, on avancera de manière différente, on n'avancera pas pareil. Et c'est surtout qu'il faut bien avoir en tête que les producteurs de logements, qu'ils soient sociaux ou privés, fonciers privés, sont représentés à 80% en France par des entreprises de moins de 15 salariés. Donc on a affaire à des petits opérateurs qui construisent la ville au quotidien et qui ont besoin d'être à la pointe de tout ça. C'est le rôle d'une fédération, bien sûr, mais c'est aussi une prise de conscience qu'il faut avoir pour que la ville innovante soit bien partout et qu'elle ne recloisonne pas des quartiers entiers. Vous me parliez de logement 2.0, peut-être on va parler de logement 3.0 ou 4.0, on va peut-être parler de logement connecté, qui est quand même l'innovation de base dans le logement, c'est une bonne transition. Guillaume Rocher-Bergevin, pour vous, peut-être aussi faire réagir sur cette question si on a le temps, Marianne de Battisti. C'est quoi un logement connecté aujourd'hui? Parlons d'innovation un peu... qui fait peut-être rêver. Oui, c'est un autre champ d'exploration des innovations qu'on peut trouver dans le logement. C'est tout ce qui est lié à la technologie.
bien sûr la technologie au service des habitants. Et par exemple, chez Bouygues Immobilier, on a mis en place une offre de domotique nouvelle génération qui s'appelle Flexhome et qui consiste, en fait, c'est tout simple, qui consiste à se servir des derniers outils, donc de son smartphone par exemple, pour piloter son logement. C'est-à-dire pour piloter l'ouverture, la fermeture des volets roulants, le réglage du chauffage, de la lumière. Donc en fait, c'est un logement qui est connecté et intelligent, en plus avec des usages qui peuvent se développer au quartier, avec la mise en place de plateformes d'échange, de copartage par exemple avec les habitants. Donc tout ça contribue à créer du lien. Et je pense que c'est ce qu'on recherche aujourd'hui dans son logement, c'est de pouvoir effectivement le piloter, mais également créer du lien avec son environnement. Ça a été évoqué par les différents intervenants. On parle de connexion, ça me fait penser à une phrase d'un architecte designer du siècle dernier qui était quand même visionnaire, parce qu'il y a bien longtemps, il avait dit que c'était la qualité des connexions qui était la clé de la qualité en soi, et qu'aujourd'hui tout se connecte, hein, les gens, les objets, les idées. Donc c'est vrai que c'est la qualité des connexions qui fait la qualité. On le retrouve dans le logement. Et pour conclure, je voulais juste avoir le sentiment de Marianne de Battisti sur ce logement connecté. Qu'est-ce que vous faites de votre côté? Comment vous différenciez? Je crois qu'on est tous dans les mêmes mouvances. Et ce que disait Guillaume, je le partage complètement. Chez lui, ça porte un nom. Chez nous, ça porte le nom de Smart Home. En fait, on travaille avec une start-up qui nous a fait une appli et qui permet à nos acquéreurs de piloter complètement leur logement. Mais je crois que c'est quelque chose qui maintenant devient vraiment indispensable. On a aussi fait un accord avec SFR pour que tous les logements qu'on livre soient connectés. Ça paraît banal, mais il y a encore un an, je ne suis pas sûre que les acquéreurs, que ce soit chez ICAD ou ailleurs, quand ils arrivaient dans leur nouveau logement, avaient dans les 5 minutes Internet. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'habitants qui ressentent encore la connexion dans leur logement. Dans l'absolu. Absolument. Donc voilà, et on leur offre pendant 3 ans cette connexion. C'est des choses qui deviennent maintenant absolument indispensables. Ce que je dirais en conclusion, moi, à mon niveau, si vous le permettez, c'est que on voit que nos métiers changent. En nous écoutant les uns et les autres, on voit que nos métiers s'ouvrent à l'amont, à l'aval. En amont, avec les collectivités locales, on n'a plus le même dialogue avec les fournisseurs d'énergie, avec notre manière d'insérer nos bâtiments dans des smart grids. Et dans la ville, tout ce qui a été dit est tout à fait vrai. On ne conçoit plus maintenant de construire un immeuble dans une dent creuse et puis de disparaître. Et puis en aval, avec nos acquéreurs, et l'exemple du logement connecté est un bon exemple, on fournit nous aussi à nos acquéreurs des tablettes qui vont leur permettre en temps réel de vérifier leur consommation, de manière à ce qu'ils se rendent compte que quand ils déclenchent la machine à laver juste après le déjeuner, ça va leur coûter plus cher que de le faire le soir ou la nuit. Ça paraît tout bête parce que c'est des choses qu'on sait, mais le fait d'avoir sur sa tablette des indicateurs, ça va aussi les aider à faire des économies, parce qu'on parle d'économiser l'énergie, on parle d'énergie grise, on parle de fournisseurs d'énergie, on parle de réflexion sur l'autoproduction d'énergie des bâtiments, mais il y a beaucoup de choses qui passent par la consommation. Et que tous ces efforts faits en amont risquent d'être annulés au moins en bonne partie s'il n'y a pas, du point de vue des utilisateurs, une acquisition de connaissances et de pratiques qui aujourd'hui n'est pas forcément complètement partagée. Écoutez, je crois qu'on n'a plus le temps, à moins que M. Frémont veuille... Oui, puisque vous me le proposez, je conclurai simplement en disant qu'on a un gros sujet en cours qui est le déploiement de l'ensemble des compteurs intelligents pour les Français. Ça s'appelle Linky. C'est un investissement de 5 milliards d'euros, je le précise. C'est le plus gros investissement dans les nouvelles technologies en Europe. Et à partir des compteurs intelligents, évidemment, on aura de nouveaux services qui seront interfacés avec la domotique et le déploiement du smart home que porteront les promoteurs ici présents. Ce que je voulais dire simplement, c'est que les réseaux aussi, et vous le savez, vont devenir intelligents. Et les ruptures interviendront quand les uns et les autres auront la capacité de devenir, à titre individuel, des producteurs. C'est plus, chacun sera son propre fournisseur d'énergie, avec une capacité à autoconsommer sa propre production, à stocker, et puis à développer de nouveaux usages et de permettre, pourquoi pas, de renvoyer sur les réseaux de la production de renouvelables à partir de panneaux photovoltaïques, ou bien demain de sa batterie de voiture électrique qui sera à ce moment-là connectée sur la Smart Home. Voilà en une seconde, j'espère que je n'ai pas été trop long, ce que je souhaitais dire en conclusion sur les nouvelles technologies. Un grand merci à tous nos intervenants, merci à vous, à toutes et à tous d'avoir été présents.